Bonsoir, bonjour, bonne matinée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez prendre cette émission, mais bienvenue à vous, Sapiens, dans l'émission Comprendre Sapiens. Et cette fois-ci, nous allons parler de science. Alors, j'ai pris la parole car on a eu des problèmes en direct au tout début. Il y a eu les 10-15 minutes, un petit peu moins, qui ont été zappées. Il y a eu problème de micro, problème d'image. Alors, la grande majorité de l'émission, heureusement, est de bonne qualité, et je vous la mets, mais je me permets de faire une petite introduction, car la partie que j'ai dû couper, c'était celle où les intervenants se présentaient. Alors, je vais les présenter moi-même, hein, donc nous avons Tatiana, qui est doctorante en écologie marine et avec une spécialité en microbiologie. Alors son parcours qu'elle nous a décrit, euh, voilà, il a été ça, un doctorat en écologie. Puis après, elle a fait du post-doctorat aux États-Unis. Elle est partie à l'étranger car elle nous a dit que il fallait partir un peu après le doctorat pour être plus compétitif. Il fallait s'orienter vers l'étranger. Donc elle a fait 2 ans au Texas, 2 ans au Michigan. Et puis elle est venue un an en Corse pour faire dans une station de recherche marine. Et puis là, elle s'est reconvertie au mois d'août. Elle sera chargée d'études dans l'environnement marin dans une entreprise spécialiste dans l'énergie renouvelable. Et puis ensuite, nous avons Michel qui, elle, qui a eu un doctorat en physiopathologie, alors spécialité en immunologie, puis elle s'est reconvertie en biologie marine. Elle a, euh, Elle a intégré une station de recherche marine depuis 6 ans maintenant, et puis depuis un an, 6 ou 7 ans, hein, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 7 ans, et depuis un an, au début elle était responsable scientifique, et là depuis un an elle a changé de poste, elle est désormais responsable opérationnelle, c'est-à-dire elle s'occupe de monter les missions sur le terrain, on va dire. Et puis nous avons Thibaut qui est médecin généraliste, qui a fait après une spécialité en médecine alternative manuelle en ostéopathie. Alors il nous a dit que ça s'éloigne un peu de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire une médecine qui se basant sur l'épreuve. Alors j'ai plus le mot en anglais, il m'en voudra pas. Ce qui lui permet d'avoir une médecine beaucoup plus conventionnelle. Et puis, c'est lui-même qui a dit quelque chose d'un peu plus ésotérique. Voilà, j'espère que j'ai bien fait leur présentation, que les intervenants ne m'en voudront pas, pardon, de leur avoir coupé le sifflet, mais il n'y avait plus de micro. Je vous laisse les quelques premières minutes où mon micro ne marchait pas. Alors je suis désolé, hein, l'œil va bouger tout seul, mais les intervenants ont répondu. Ça dure que 1 ou 2 minutes. Et la question était basée sur une explication que ce que peut être la démarche scientifique, ce que c'est la science. Et on va intervenir un petit peu juste après. La deuxième question, ça se basera sur la vérité. Est-ce que la science, c'est synonyme de vérité, etc. Encore désolé pour ces petites erreurs techniques. J'espère que ça ne se reproduira pas la prochaine fois. Bonne écoute. Alors, pour moi, je pense que la science, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent les choses, dit simplement. Moi, je- quand si je dois expliquer ça à mes enfants, je dirais que c'est effectivement de comprendre la nature par l'expérimentation, en fait, hein. La science, c'est poser des hypothèses et les expérimenter, et puis de l'expérimentation, en tirer si possible, des conclusions ou des non-conclusions. Donc, je dirais que c'est l'expérimentation de la nature pour comprendre les lois de la nature, quoi. Mais avec une méthode. Et moi, ouais, ben, pour moi, c'est ça aussi, hein, c'est comprendre les mécanismes, les fonctionnements des choses. Mais après, c'est vrai que nous, on a plus l'aspect scientifique. Et quand j'étais en thèse, en fait, j'avais participé à un festival où on devait expliquer justement notre sujet de thèse en 5 minutes en vidéo et pour expliquer à des enfants aussi.
Et c'est là que finalement j'ai découvert aussi que il n'y a pas que les scientifiques qui font de la science, mais il y a aussi les sociologues, parce qu'ils essaient de comprendre aussi les relations entre les gens, les choses comme ça. Et donc en fait, scientifique, c'est beaucoup plus vaste que ça pour moi, quoi. Enfin, c'est pas que appuyer sur la nature, mais c'est en fait tout ce qui nous entoure. Il y a aussi des chercheurs en mathématiques. Enfin, ça, moi, ça me fascine parce que j'ai dit, c'est tellement abstrait pour moi les mathématiques. Donc voilà, les sciences, en fait, c'est vaste, mais c'est dans toutes les choses, en tout cas, c'est comprendre quand même le fonctionnement des choses, que ça soit pour la nature ou pour... Ah non, c'est le chemin qui est le plus important. Des fois, on va trouver une réponse. En fait, peu importe la manière dont on va faire les choses, on trouvera une réponse. Mais si la manière dont on a essayé de chercher la réponse n'est pas correcte, en fait, la réponse ne va pas l'être. Donc la méthode est très importante. Mais des fois, on n'arrive pas à trouver de réponse. Mais c'est pas grave. On recommence. Alors, moi, dans ma pratique, je suis bien obligé de m'appuyer moi sur des données scientifiques, mais c'est pas la même chose de faire confiance à la démarche scientifique et, et d'avoir confiance dans les résultats. D'ailleurs, dans toutes quels que soient les domaines de recherche, en tout cas dans la recherche médicale en particulier, les réponses sont données sous forme d'intervalle de confiance, c'est-à-dire qu'on a toujours un intervalle statistique de confiance en disant cette réponse est valable à peu près à 95% pour schématiser vraiment. Donc en fait, il y a effectivement deux choses. Moi, je dirais qu'il faut, par nature, un scientifique ne fait pas confiance, ne croit pas, on n'est pas là pour croire, pour avoir confiance, et on est là pour expérimenter. Et donc, en tout cas, quand on utilise des données scientifiques, il faut avoir la lecture de la méthode et la lecture des résultats avec un esprit critique, et c'est ça qui permet de dégager un élément de réponse, en tout cas. On l'utilise pas. Enfin, moi, dans mon domaine, on l'utilise pas. Parce que tout résultat peut être mis en question, parce qu'on a une nouvelle technologie qui arrive et du coup, on se rend compte qu'on n'a pas fait les choses correctement, parce que telle personne qui a publié tel résultat, au final, tu utilisais la bonne méthode ou a fait une erreur d'interprétation. Enfin, du coup, la vérité, on l'a pas. Hop, est-ce que vous m'entendez mieux? On m'a dit qu'on n'a pas entendu. Alors si je vous ai posé toutes les questions, qu'on n'a entendu que votre réponse, ça devrait aller. Je les remarquerai après en, euh, en sous-titré, c'est pas un souci. Donc on parlait de la vérité. On disait que la science, enfin Tatiana disait que la science ne n'a pas, enfin pas grand chose à voir avec la vérité. C'est pas quelque chose que vous recherchez à avoir ou pas? Non, on C'est pas essaye un but à atteindre. Si, on essaye, mais le problème, c'est que tout peut être remis en question à n'importe quel moment, en fait. C'est aussi pour ça que les gens enfin, nous, les scientifiques, on a du mal à s'exprimer des fois, à vulgariser la science, à vulgariser ce qu'on fait, parce qu'on va toujours, mettre des normalement, on pense que c'est ça, donc c'est ce qui parlait de l'intervalle de confiance. Donc on pense que c'est ça la réponse, mais à plus ou moins, tant de pourcents. On n'est jamais sûr à 100% que ce qu'on veut montrer est vraiment voilà, la vérité. Moi, c'est ce que je pense. Et voilà, c'est pour ça que face aux politiciens, en général, les scientifiques, on ne croit pas, quoi. C'est une bonne. C'est-à-dire, ils vous croient pas. Comment ça? Est-ce qu'on Non, peut. je parle Est-ce du que. public, en fait. Ouais. Je parle du public, donc c'est non, mais il y a que moi qui parle, là, c'est pas bien. Non, parce que des fois, voilà, on est très orienté science, chiffres, approximations et cetera et du coup, face à des gens qui ont, la tchatche et qui vont dire: «Ça, ça se passe exactement de telle manière, croyez-moi», nous, on va jamais dire ça. On va toujours dire: «On pense que ça fonctionne de cette manière». Oui. Mais moi, j'en ai entendu qui disent ça aussi. Alors, Des comment on fait? scientifiques, Ah, des j'en ai politiciens. entendu Ah, bah, il quelques-uns. y en a qui sont bien, hein. Hein? Alors, comment. Alors si ce que tu dis est plutôt la science,
Qu'est-ce qui n'est pas la science? Si quelqu'un nous dit ouais, bah, ça je suis sûr, j'ai raison et c'est pas autrement, Pour comment moi, on c'est un fait? mauvais chercheur. Et pour les autres un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Ah, pardon. Je vas-y, je suis t'en prie, d'accord Michel. aussi, d'accord aussi avec Tatiana, parce que finalement, enfin, l'essence d'un chercheur aussi, c'est toujours de se remettre en question et de toujours avoir un doute en fait sur la réponse. Donc, quoi qu'il arrive, on va donner une réponse, mais on se demandera quand même toujours si c'est vrai. Et on essaiera de creuser encore la question pour arriver le plus probable possible. Et toi, Thibaut, tu voulais dire quelque Bah, moi, chose? c'est un petit peu mon travail quotidien de donner aux gens de façon, en termes de vulgarisation, les données de la science pour qu'on puisse après ensemble appliquer à leur cas particulier. Et c'est vrai que les gens demandent une croyance. Voilà, les gens souvent me demandent, mais regardez, docteur, j'ai vu tel régime, est-ce que vous y croyez? Donc, c'est vrai qu'on peut facilement opposer la science à la croyance. Je crois il faut au moins poser ce débat-là. Et puis moi, je dis toujours que voilà, je ne suis pas là pour croire ou pas croire. Je suis là pour donner les données qui sont au jour d'aujourd'hui validées, qui seront peut-être invalidées demain. Et puis après, à partir de là, une fois qu'on a regardé toutes les données et éventuellement les croyances et les représentations qui vont avec, après, on peut se faire une opinion. Libre à chacun d'avoir des croyances et puis de vouloir les appliquer dans sa vie quotidienne, quoi. C'est pas un souci en soi. Simplement, il faut savoir de ce qui est du domaine de la croyance et ce qui est du domaine de la validation scientifique à un instant T, avec effectivement toutes les pincettes que ça nécessite, parce que une validation scientifique, elle est valable à un certain moment, avec une certaine méthode qui est critiquable, avec des biais, etc. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre à des gens qui pratiquent pas la science au quotidien, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'abstrait, hein, tout ça. Mais je me répète, quand c'est des scientifiques qui, euh, qui sont à l'opposé de ce que vous êtes en train de me dire, ils disent non, mais non, c'est sûr, non, puis je suis sûr, j'ai pas de doute, c'est sûr et certain, parce que ça existe, il y en a quelques-uns. Euh, alors, je veux pas On savoir veut ce que des vous noms. en pensez. Ouais, non, non, non. Oh, bouf. Euh, c'est pas trop sur le fait ce qu'il pourrait dire. Moi, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que ça provoque dans votre métier de tous les jours quand vous avez ce type d'argument qui est, comment dirais-je, mis un peu, euh, enfin un peu publicité à certaines personnes qui sont peut-être très très bons, c'est pas le sujet, mais qui ont sûr d'avoir raison, etc. Qu'est-ce qui se passe à la fin? En tant que chercheur, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Parce que en tant que quelqu'un qui n'est pas scientifique, etc., ok, moi je fais confiance, si vous voulez. Mais je pars du principe que le monsieur, alors j'ai peut-être tort, hein, que le monsieur ou la madame qui a une blouse blanche, elle doit savoir ce qu'elle raconte. Euh, Comment je peux savoir, moi, si vous deviez me donner une méthode de confiance, vous auriez tendance, vous, à faire confiance à quoi? Et vous me donnerez quel conseil? Ben toi, Jean-Pas 2001, si tu vois ça, à mon avis, tu devrais passer à autre chose. Ou ouais, non, il a raison, tu peux y aller. C'est quoi votre méthode à vous pour faire confiance? Je crois que ce qu'a dit Tatiana tout à l'heure est essentiel, c'est-à-dire que quelqu'un qui affirmerait détenir la vérité d'une manière certaine, à la base, déjà, on peut s'en méfier de principe. Après, après c'est vrai que euh, critiquer, critiquer un fait scientifique, ça nécessite beaucoup de travail et vous voyez aujourd'hui dans le flot d'informations qui tombent chaque jour, ça devient quasiment impossible en temps réel d'avoir une lecture critique de tout ce qui sort en fait, hein. Et comment on peut faire alors? En C'est fait, quoi la méthode la moins pire qu'on pourrait utiliser? c'est hyper difficile. C'est pour ça qu'on a énormément, surtout en ce moment, des conspirationnistes, etc. Parce que dire quelque chose de faux, c'est très facile au final. On dit juste, on balance une information,
informations comme ça. Prouver que quelque chose n'est pas vrai, là, c'est difficile parce qu'il faut retourner vers les études, lire des articles scientifiques, prendre chaque point qui a été cité par la personne et faire, voilà, regarder les sources, dire si ça, oui, c'est vrai, ça, non, ça l'est pas. Et en fait, vérifier l'exactitude ou pas d'un fait, ça, c'est hyper difficile et c'est ce qui prend beaucoup de temps et c'est pour ça, enfin, nous, c'est ce qu'on fait et en fait, c'est un métier. On s'improvise pas comme ça, scientifique, en fait. C'est toute une démarche à apprendre et à appliquer. Et ça prend du temps. Et ce qui est encore plus difficile aussi, c'est que finalement, les gens qui affirment une vérité, bah, on a tendance à plus les croire puisqu'ils sont sûrs d'eux. Et donc, du Mmh. coup, alors que un scientifique qui va chercher à comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, oui, mais peut-être. Enfin, du coup, on a moins tendance à le croire parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas sûr de lui. Donc, bah, il ne sait pas lui-même, pourquoi je le croirais, quoi. Ah oui, mais là encore, il y a des scientifiques qui disent pas exactement la même chose que ce que tu dis, Michel. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Alors, Comment moi, je suis d'accord, mais pourquoi je devrais plus te faire confiance à toi qu'à une autre personne qui est sûre de lui? quel que soit le domaine scientifique, je crois qu'il y a une phase essentielle du partage des données, c'est la phase de consensus. C'est-à-dire de, de partager ces données en congrès, de les confronter aux autres équipes qui ont expérimenté la même chose. Et ça, c'est un travail qui est long, qui se fait dans l'ombre et qui aujourd'hui a tendance à être un petit peu presque laissé à l'abandon parce qu'il faut faire le buzz, sortir ses données tout de suite, être le premier à l'avoir dit, etc. Et je crois que ça mange un petit peu. Puis en plus, les difficultés aujourd'hui des équipes de se rencontrer, la plupart des congrès scientifiques ont été annulés, etc. Mais voilà, toute cette partie de consensus, d'échange, de contradiction entre scientifiques, je crois que avant qu'il y en ait un qui s'exprime éventuellement devant une caméra, je crois que c'est ça qui fait un peu défaut en ce moment. Je sais Mais pas ce que vous en pensez. Michel, je sais pas, ou Tatiana, vous voulez rajouter quelque chose? Parce que moi, je comprends ce que tu dis, mais comment on peut se protéger de ça? Toujours vérifier vos sources. Quand Est-ce que... quelqu'un dit quelque chose sur internet, quoi que ce soit, ils doivent, mettre des références, en fait. Je sais pas si vous avez vu maintenant, les gens ont compris qu'il fallait mettre des références et s'ils le font pas, là, il y a un problème. S'ils sont pas capables de citer, des études ou quoi que ce soit qui approuvent ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un problème quelque part. S'il y a une étude, c'est que c'est plutôt moins faux. Déjà, une étude, des fois, c'est un peu limite. Ah Il bah faut que je les sais gens pas, soient je te pose capables la de question. À combien on s'arrête? oui. Alors là, ça, je ne sais pas. Mais en général, à plus qu'une, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que là, bon, on C'est pareil, vient... Ouais, vas-y, vas-y. tu peux avoir une étude, mais qui va étudier 10 cas. Donc, elle sera pas forcément. Enfin, C'est pas représentatif on dans va ce cas. avoir du mal à se dire 10 cas, c'est pas forcément représentatif, ouais, ce que dit Tatiana. Donc, en fait, c'est pas forcément le nombre d'études, c'est aussi le nombre de cas qui est étudié dans chaque étude qui va rentrer en jeu, quoi. Donc, c'est compliqué de sortir un chiffre comme ça. Ça dépend des sujets aussi. Ouais. Je regardais une question, mais il y a un intervenant qui me dit Salut, est-ce que le genre c'est scientifique? Alors j'ai pas trop compris. Ça, c'est encore quelqu'un qui va nous parler du genre. Parce que c'est sur Twitch, c'est un peu le truc féminin, masculin. C'est leur objectif. On pourra en parler peut-être après, mais je pense que c'était pas ça le fond du truc. Justement, on a parlé de consensus. Si. C'est quoi un consensus? Parce qu'un consensus, il y a quelques temps, il y avait un consensus. Il y a quelques années, hein, quand même. Avant Ératosthène, il y avait quand même un consensus que la Terre était plutôt plate.
et c'était vrai pour l'époque. Euh, à quel moment le consensus, on peut s'y fier? À quel moment vous vous y fiez? Parce que honnêtement, moi je vous connais, donc je vous fais confiance, parce que je vous connais dans la vraie vie. Mais à quel moment vous vous dites oui, là c'est plutôt fiable? C'est ça le problème, c'est la Terre était plate à l'époque, et après, grâce à la technologie, des nouvelles connaissances, ben, ils se sont rendus compte que non. Donc en fait, on remet toujours en question, ça revient à la question du départ, on remet toujours en question nos résultats. Donc oui, à tel jour, à tel moment, avec telle donnée et telle technologie, si une majorité des gens sont d'accord pour dire que la Terre est plate, alors la Terre est plate. Mais après, dans quelques années, si on se rend compte avec les nouvelles technologies que non, ah, elle l'est pas, bah, il faut, voilà, il faut se remettre en question et faire des nouvelles études. Ça a été pareil avec, avec la découverte du microscope. Quand le microscope a été inventé, on a découvert plein de choses que les bactéries, personne n'avait imaginé que ça existait à l'époque. Et du coup, la chirurgie a été complètement réinventée. Est-ce Donc que c'est voilà, il faut. Je Oui, dirais que le gros avantage du consensus, c'est qu'à un moment donné, ce qui permet de faire société, c'est quand même d'être d'accord sur un certain nombre de points. Dans une société, si vous avez la moitié des gens qui pensent que la Terre est ronde, l'autre moitié qui pensent que la Terre est plate, il y a de grandes chances que des conflits éclatent entre les deux groupes. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et par exemple avec la vaccination. L'intérêt du consensus scientifique, c'est de non pas délivrer une vérité à un moment donné, mais se mettre d'accord sur un état d'avancée, je dirais un état d'avancée de la science sur lequel tout le monde est d'accord, mais qui peut être remis en question du jour au lendemain, et qui, à ce moment-là, ça nécessitera un nouveau consensus, quoi. ouais, juste, ouais, d'accord. Vous avez quelque chose à... oui, mais... On peut être d'accord sur quelque chose qui n'est pas la vérité. Du ouais. moment qu'on est d'accord, ça permet déjà d'être, ça permet déjà de pouvoir avancer dans le même sens. Mais toi, Thibaut, par exemple, quand tu as un patient et que tu lui prescris un traitement, Mhm. comment tu fais pour dire que je peux me tromper? Parce que c'est ça aussi un peu. C'est ce qu'on appelle la gestion du doute. Ouais. Alors, l'exemple l'exemple de la prescription de traitement, elle est classique. C'est vrai que euh, personnellement, chez un médecin, c'est pas ça qui pose, malheureusement peut-être, et y compris pour moi, le plus souvent la question du doute. Parce que dans la recherche médicale, voilà, on sait, on a beaucoup de consensus fort sur la gestion des pathologies, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, avec des données scientifiques qui, au jour d'aujourd'hui, ne donnent aucune vérité, mais au moins font consensus. Donc permettent de faire que vous consultiez un médecin à Paris, à Marseille ou à Lyon, a priori, vous aurez le même type de traitement pour votre cas. Donc c'est déjà pas mal parce que ça donne pas la vérité, mais ça rassure déjà qu'il y ait un consensus. Après, le doute, par exemple, il est beaucoup plus palpable, par exemple, sur les conseils pédiatriques. Souvent, il y a des jeunes mamans pour un premier enfant qui posent 1000 questions. Est-ce que je dois donner tel aliment? Est-ce que si je donne la carotte à 4 mois et demi au lieu de 5 mois, mon enfant risque de faire plus d'allergies, etc., etc. Un tas de questions légitimes et voilà, qui révèlent un petit peu l'angoisse de savoir comment bien faire au mieux avec la vérité et les données de la science actuelle. Et bon, alors là, il faut être. Enfin, moi, de mon côté, je dis, bah, vous voyez, les données de la médecine aujourd'hui, elles ont tellement été versatiles depuis 20 ans à peine que j'ai commencé mes études que au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, je suis sûr que je ne suis pas sûr. Donc, on va essayer d'avancer petit à petit avec le bon sens. Et heureusement, en général, quand il y a deux humains qui travaillent ensemble avec l'idée du bon sens derrière et quelques données scientifiques, on arrive quand même à gérer le doute d'une manière raisonnable et partagée, quoi. Là, on est dans une période un peu particulière pour la science. Depuis 2 ans, ça va sûrement se prolonger d'après ce que je vois un peu partout.
Euh, on a mis quand même un coup de projecteur assez impressionnant sur la science, la méthode scientifique, etc. Euh, Ça s'est bien passé pour vous, ou il y a eu un gros problème comme on a traité le consensus. Est-ce qu'on a parlé du consensus ou on a mis la publicité sur le débat pour qu'il y ait un consensus? Comment vous avez ces quelques années, enfin ces 2 années qu'on vient de passer qui sont un peu particulières, la gestion médiatique, on va dire, de la science qui a été faite dans les médias, on va rester en... Alors moi, je connais que les médias français. Hein. Euh, Est-ce qu'elle a bien été faite ou il y a eu un souci? Si vous deviez... comment on aurait dû améliorer les choses ou pas du tout? Ou alors non, ça s'est bien passé, ça allait... Est-ce que les 2 ans de médiatisation, ça fait mal à la science? Parce qu'après, après, je vais te prendre à partie, madame Tatiana, parce que toi, tu t'es un peu barré de la science. On est Mmh. d'accord ou pas? Donc, c'est Un qu'à un moment peu, donné, mais il y a un problème. C'est quoi? bah, moi, je pense que justement toute cette médiatisation, elle aurait pas dû avoir lieu, en fait. Hem, les médecins, enfin tous des personnels scientifiques, sont pris pour des rockstars. On les voyait, ils faisaient le buzz et en fait jamais on doit enfin je pense pas qu'un scientifique, doive faire le buzz. On doit, faire des études qui vont être constructives et qui vont nous amener des réponses, plus ou moins correctes apparemment. Mais faire le buzz comme ça, faire des vidéos, et avoir le maximum de vues, c'est pas du tout notre but et ça devrait pas l'être. Et malheureusement, les médias maintenant jouent énormément avec ça, avec, les BFM, les CNews qui tournent en rond et qui mettent, des non-informations à la télé tout le temps, enfin ça c'est pour moi ça devrait pas avoir lieu. Et le problème, il vient que là, de la médiatisation qu'on a Non, fait de la science. non mais c'était ta question, du coup moi je réponds à la Oui, question. j'en pose une autre. Et Michel, Disons si que tu devais... Oui, vas-y, pardon. ouais, pardon. Alors, Disons Michel, elle, qu'on elle a parle pas l'impression trop, j'ai peur qu'elle qu'effectivement, s'endorme. les médias étaient à la recherche d'informations et on leur a donné des faits scientifiques, ils les ont transformés en informations. Ouais. C'est pas la même chose. Et comment on aurait dû faire? Comment on aurait pu faire pour expliquer euh, ce boxon-là? Parce que la médiatisation, elle a bon dos. Il n'y a pas que... Si c'était que la médiatisation, il suffirait que tu éteignes ta télé, Tatiana. Mais... Moi je l'ai fait, j'ai éteint ma télé. Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que... Alors, je te parle pour la science en France. Alors, je sais pas, peut-être que Michel, tu vas en parler un peu, mais est-ce qu'il y aurait des trucs à améliorer quand même? Parce que, ok, les rockstars et tout, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Pour que certaines personnes qui sont dans le domaine de la recherche ou dans le médico-social, dans la médecine, etc., décident de se détourner de la science parce qu'ils en peuvent plus. C'est quoi le souci? Ah, alors là la question elle est très vaste en fait. La recherche en France elle est, donc on repose énormément sur des budgets, de l'État. Donc, l'État nous, donne des financements et malheureusement chaque année les financements diminuent. Et ils essayent de faire en sorte que, le privé investisse davantage dans la recherche, ce qui ne fonctionne pas forcément en fait. Donc des financements qui diminuent et aussi un nombre de postes qui diminue. Donc on a toujours chaque année davantage de personnes diplômées, avec moins de postes à la clé. Donc il y a une grosse compétition à la fois pour des postes et à la fois pour récupérer des financements pour des projets de recherche. Donc ça c'est un gros problème. Et puis aussi dans le monde académique, donc ça c'est juste un point, parce qu'en fait il y en a plein de problèmes dans la recherche. Mais dans le monde académique, il y a un gros problème, d'ego. Et enfin, oui, d'ego en général. Donc j'ai rencontré des gens qui sont très bien, qui sont des bonnes personnes et qui font de la bonne recherche. J'en ai rencontré qui étaient très gentils aussi, mais qui faisaient n'importe quoi, qui avaient pas du tout les bonnes démarches et en fait, ça les intéressait pas de faire de la bonne recherche. Des personnes qui étaient persuadées d'avoir raison alors qu'ils faisaient n'importe quoi. D'autres personnes enfin voilà, il y a de tout et malheureusement ceux qui réussissent à avoir un poste, c'est pas forcément ceux qui font la meilleure recherche.
parce qu'il faut avoir les dents longues pour réussir à avoir les financements. Et cette compétitivité que l'État a mis en place, en fait, au sein des chercheurs, fait en sorte que ceux qui réussissent, bah, c'est pas des chercheurs qui se remettent toujours en question. Parce que si on se remet toujours en question, c'est sûr que là, du coup, enfin, ça, voilà, c'est pas ce qui est attirant. Donc il y a énormément de choses et je pense qu'à la base, tout ça est parti du fait que les financements se cassent la gueule, en fait. Et c'est partout comme ça, à votre connaissance? Ou c'est particulièrement en Europe ou en France ou en Corse? Je sais pas trop. Euh, Michel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu es assez d'accord avec Cindy Tatiana? Parce que toi, t'as pas encore Ouais, tourné le dos à la science. Pas encore, après, je sais pas trop. Mais, encore. ouais. Mais est-ce que tu es assez d'accord avec ça? C'est quelque chose qui te révulse un peu? Euh, donc, je suis d'accord avec ça, tout à fait. Alors moi, j'ai eu une expérience qu'en France, donc je peux pas parler pour les autres pays. Mais par contre, j'ai fait différents laboratoires, que ce soit dans le public ou le privé. Et finalement, ben, on ressent toujours ce phénomène-là, quoi. Et je me disais que peut-être dans le privé, vu que les financements étaient pas forcément, enfin, étaient peut-être plus simples ou d'autres sources de financement, ben, on aurait peut-être moins cet esprit de compétitivité ou quoi, mais finalement, il y est aussi, quoi. Et après, je pense que c'est un problème humain aussi, puisqu'il y a certaines personnes qui sont plus ou moins, enfin, qui ont plus ou moins d'ego aussi. Et, mais effectivement, dans la science, c'est encore plus exacerbé par le système, quoi. Parce qu'on est obligé d'être compétitif et donc ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas ce caractère-là, ben, finalement, ben, ils finissent par arrêter parce que dégoûté, quoi. Comment on peut être compétitif dans la science? C'est quoi qui c'est qui arrive premier de quoi là? Qui c'est qui arrive second, troisième? J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, comment on peut être compétitif? Qui gagne quoi? Mais il y a plusieurs méthodes d'évaluation des chercheurs. Donc, le premier, c'est le nombre d'articles scientifiques écrits et dans quels journaux scientifiques ils sont publiés. Est-ce que c'est une Donc, bonne méthode? c'est pour moi, non, parce que du coup, ça ouvre la porte à. Parce que les gens veulent à tout prix écrire plein d'articles pour être les meilleurs, pour être les plus compétitifs. Et du coup, j'ai vu des fois des choses publiées, c'était n'importe quoi. Des études super intéressantes, mais qui étaient divisées en plein de petits papiers, parce que comme ça, plein de petits articles, parce que comme ça, il y en avait plus, au lieu de faire un truc énorme qui serait hyper intéressant. Et puis des gens qui écrivent un article juste parce qu'il faut écrire quelque chose, mais il est vide, et ils trouveront toujours une manière de le publier quelque part. Donc on est d'accord que plus on publie quelque chose, plus on a de chances d'avoir du pognon. En France en tout cas. Ouais. C'est ça? Mm. Ouais. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Je sais pas. Donc ça veut pas que quelqu'un publie beaucoup de choses, ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de comment dirais-je? Alors compétent, j'imagine que oui, mais le nombre pour selon toi, le nombre d'études ne fait pas comment dirais-je la Oui. compétence de celui qui les a sorties. Il faut regarder la qualité de l'article, en fait. Mais ça, la qualité, maintenant, il y a enfin, moi, je remets tout le temps en question les articles que je lis. À chaque fois que je lis quelque chose, je fais ça, c'est pas possible, c'est pas. Enfin, je sais pas comment ils ont pu avoir ce chiffre, c'est juste pas possible. Mais alors c'est Et le publié, problème, c'est mais que vu qu'il y a vas-y, une, je t'en prie, le Michel, problème, c'est que excuse-moi. vu qu'il y a une course à la publication, en fait, les gens prennent. Faire une bonne étude, il faut quand même prendre le temps de la faire. Et c'est pas compatible avec le fait de devoir publier beaucoup. Et les gens bâclent le travail maintenant. Mais Moi, c'est l'impression que j'ai. mais vous parlez de publier, donc c'est bien quelque part, ça apparaît bien quelque part. Oui, Comment ça alors se fait là, qu'on c'est arrive à les publier? ça, c'est tout le système de la publication, donc les journaux scientifiques. Je sais pas si tout le monde est au courant comment ça fonctionne, mais ça, c'est encore un autre gros problème de la recherche. Donc, en fait, pour publier, il faut. Donc, nous, en général, on est financé par l'État. La plupart des financements viennent de l'État. Donc, nous, en fait, donc, tout le monde paye, ça vient de nos impôts. Pour publier un article, il faut payer. Pour le lire ensuite, il faut aussi payer. Ah, alors attends, Donc, je fais une pause. C'est-à-dire tu fais une oui. étude,
D'accord. Tu Et es payé ensuite, pour la faire, tu as besoin d'argent pour pouvoir, comment dirais-je, l'imprimer dans un bouquin. En gros, je te la fais courte, mais c'est à peu près ça. c'est ça. Il faut payer. Mais qui Et ensuite, fixe c'est le des prix? personnes, c'est les éditeurs. Et donc, si. Donc, alors, on commence à voir un peu le problème. Donc, euh, si l'éditeur fixe un prix de publication, je dis une bêtise parce que je n'y comprends rien au prix, de par exemple, une étude, pour la publier dans mon magazine, il faut 5 euros. Comment ça se passe? C'est-à-dire que moi, je peux faire une étude et la publier pour 5 balles. Et puis voilà. Si c'était 5 euros, ça serait bien. Hein? Non, ouais. Si c'était 5 euros, ça serait bien. Ah, mais alors, mais qui fixe le prix? C'est intéressant ça. Comment plus c'est cher, plus c'est fiable? Alors en fait, les journaux, eux, sont notés avec ce qu'on appelle l'impact factor. Donc, tu peux aller sur Internet, tu vas taper le nom d'un journal et tu auras un score en fait. Et du coup, plus tu publies dans des journaux à impact factor élevé, mieux c'est pour toi. Mais souvent, ces journaux ont aussi un prix plus important que d'autres. Et Waouh. du coup, il faut mettre de l'argent pour pouvoir payer, pour pouvoir publier. Après, ça ne veut pas dire qu'on Mais soumet, alors, mais on paye attends. Et si Thibaut, par exemple, ici, il décide de faire sa propre revue son et propre qui. journal, Ouais, il va commencer, du coup, il aura un impact factor très très bas, puisqu'il sera tout nouveau. Parce d'accord. que la Les qualité gens, ce qui fait la vas-y. qualité de la revue, c'est les comités de lecture et justement la sélection de la qualité des articles, en fait. Et comment Qui je le fait sais, moi, en tant qu'après, que patient? Ou en tant que gars qui. Comment je peux avoir cet impact factor là? C'est marqué sur le bouquin? Comment je le sais C'est ça? écrit sur Internet, tu googles, tu l'as. voilà, ça c'est quelque chose c'est une donnée qui est valable et qui permet effectivement, euh, mais qui met pas à l'abri, hein. Il y a des revues je dirais avec un impact factor élevé qui ont publié des grosses âneries parce que ça passe à travers les comités de lecture ou parce qu'il y a eu copinage. Enfin, il y a quand même une certaine opacité dans les comités de lecture aussi. Enfin, je sais pas Ah, si c'est Oui, valable dans tous les domaines, mais en océanographie, ça l'est aussi. Donc, certaines personnes, pour publier plus facilement leur article, vont associer dans les noms, dans les co-auteurs, des personnes connues, des chercheurs connus, pour être sûr que ça passe. waouh. Et ça, je l'ai vu. Ah ouais, En donc philiopathologie aussi. c'est un peu flippant ce que vous me dites. Donc, retour à la case départ. L'impact factor, s'il est pas. C'est quoi d'ailleurs? C'est un chiffre? C'est quoi? C'est un pourcentage qui est Oui, sur c'est une un échelle chiffre de qui est fait. combien? Bah, ça part de 0, ça peut aller, je crois, les maximums, c'est dans les 15, je Ah sais plus. d'accord, mais vous n'avez pas un maximum d'impact factor, c'est une échelle qui évolue avec le temps? Ou il y a vraiment de 0 à, je dis une bêtise, à 50? Ou c'est quelque chose qui évolue, vous savez pas? Non, en fait, ça va être un calcul qui est fait selon le nombre d'articles acceptés, le nombre d'articles lus. Enfin, voilà, il y a une équation hein, pour ça. Ah d'accord. Euh, Et le et nombre d'articles aussi qui sont utilisés comme référence pour d'autres publications derrière aussi. voilà. En fait, Waouh. c'est publications lues, mais enfin, sur lesquelles d'autres recherches s'appuient aussi, quoi. Et donc ça fait augmenter l'impact factor. Et l'impact factor d'un journal, il va évoluer dans le temps aussi, quoi, en fonction des publications qu'il a intégrées cette année-là. Et il baisse Chaque année, pourquoi? S'il devait baisser, ça serait pourquoi? L'impact factor d'un journal. Quand il parce retire que, ses publications? Ou pas alors forcément? ça, c'est très mauvais, et ça, en général, ça arrive très rare. S'il diminue, c'est plus parce que les articles En fait, chaque année, il va être calculé. Et si les articles qui ont été publiés cette année ne sont pas cités dans d'autres études, bah, l'impact factor risque de diminuer. Il faut mieux qu'un article reste faux et publié qu'il soit dépublié? Alors, en fait, retirer un article, là, c'est remettre en question tout ce que les auteurs ont fait. Et puis aussi, l'éditeur, en fait, le journal, remet en question sa réputation. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont laissé un mauvais article avec des données fausses ou quoi que ce soit passer. Donc, c'est-à-dire que eux, leur filtre a été mauvais. Donc là, c'est mauvais pour le journal et c'est mauvais pour les auteurs.
Donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Il faut vraiment qu'il y ait, quelqu'un qui ait montré par A plus B que ce journal, cet article, c'est n'importe quoi et que, voilà, ce soit quelque chose de gros. Sinon, ce qui arrive de temps en temps, c'est des corrections ou des editings. Il va y avoir, à un moment donné, si on se reconnecte sur le journal plus tard, on dit: «Attention, correction de tel article publié, telle date, c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est ça exactement». Mais alors, on est d'accord que si moi j'ai un journal, j'aurais plus tendance, même si je m'aperçois que c'est un petit peu faux, à le laisser sans rien dire. Oui. Moi, Et donc, si on. j'ai déjà vu le cas d'un laboratoire où justement ils avaient fait une publication avec des données un petit peu tendancieuses, quoi. Et là, en fait, ils ont eu réunion d'un comité et tout ça pour justement prouver que leurs données étaient bonnes, parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit non, ces données sont fausses et tout ça. L'article, il a été retiré de la publication. Mais quand ça arrive, déjà, c'est très rare, et en plus, ça entache la réputation d'un laboratoire complet, quoi. Et puis de forcément, peut-être des laboratoires associés et tout ça, puisque ben, on n'est jamais seul dans notre laboratoire à travailler, on est toujours en collaboration avec d'autres. Donc si on commence à dire, ben, en fait, là, on a fait un travail qui était faux, ben, c'est pas une seule personne qui est touchée, quoi. Ouais. C'est compliqué pour quelqu'un qui est pas dans votre domaine de comprendre tout ça. Parce que j'imagine, enfin, je sais pas, il faudrait que vous me disiez ce que vous en pensez, mais j'imagine que si vous êtes chercheur, médecin, etc., c'est pour que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous découvrez, tout ce que vous faites, c'est pour les autres, finalement. C'est pas que pour vous. Enfin, j'imagine. Euh, Bah, donc, tout le monde comment. pense pas. Pardon. C'est ça le problème. Moi, je pense que tout le monde pense pas de cette manière et c'est pour ça que des fois, on arrive à du n'importe quoi et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de partir. C'est la meilleure solution de partir. À un moment Est-ce que tu donné, en fait, conseillerais, est-ce que tu conseillerais ce métier à un ado lycéen ou quelqu'un qui va se lancer dans le métier aujourd'hui, toi? c'est compliqué ça, parce que moi, j'adore faire de la recherche. Enfin, la recherche, voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, mais le monde actuel de la recherche, il n'est pas, pour moi, il n'est pas adapté à ce que je veux. En fait, il est pas du tout, enfin, je pense qu'il est mauvais, en fait, carrément. Il y a des gros problèmes et j'ai essayé de me battre, hein, pour ça et pour essayer de remettre des choses en place correctement et cetera et bah, ça a pas fonctionné. Enfin, les retours que j'ai eus, c'était, assez violent, en fait, des fois, carrément. Pas physiquement, mais moralement, oui. Et du coup, il faut avoir, voilà, si psychologiquement quelqu'un est pas assez fort, on va dire. Moi, j'ai déjà vu des gens partir en burn-out, en dépression. Quand le laboratoire où j'ai fait mon doctorat, il y avait enfin, pas mal de gens qui étaient sous antidépresseurs. Et ça, je pense pas on doit pas se mettre dans cet appareil pour un boulot, en fait. C'est pas normal. Et toi, Thibaut, tu conseillerais à quelqu'un de se lancer dans la médecine? Dans la médecine, En général, quoi. euh, Oui. aujourd'hui, non, enfin, moi, je trouve que, pas pour la médecine, mais en tout cas, euh, exercer la science, c'est-à-dire se former à la démarche scientifique, quel que soit le domaine, que ce soit des sciences humaines, des sciences dures, des mathématiques, se former à la démarche scientifique, c'est aussi former son esprit à la curiosité, euh, à l'expérimentation de ce qu'on a et à une lecture du monde qui passe pas par, comme actuellement les jeunes aujourd'hui, enfin, je ne vais pas faire le vieux, mais voilà, aujourd'hui, via les médias, on vous donne du pré-pensé, on vous donne de l'image, et puis vous êtes là devant votre écran, et puis vous prenez, vous prenez, vous prenez, et puis avec une certaine passivité, vous pouvez prendre tout le contenu qu'on vous donne. On peut vous en donner autant que vous voulez jusqu'à saturer votre cerveau et faire une insomnie. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est essentiel que, notamment dans l'enseignement, il y ait l'enseignement de la démarche scientifique, de la critique, du doute,
parce que c'est quand on commence à douter qu'on commence à réfléchir, quoi. C'est tout. Et après, quel que soit ce qu'on a envie de faire, qu'on a envie de persévérer là-dedans ou qu'on ait envie de faire un métier manuel, moi j'aime beaucoup bricoler. Quand je travaille le bois, bah, je passe d'abord des heures à réfléchir, à faire des plans, à les changer, etc. Bon, ça me fait probablement perdre beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est là où je prends mon pied, c'est-à-dire bah, à réfléchir, euh, à douter et puis à imaginer, à expérimenter aussi, à expérimenter bah, la nature, le projet et ce qu'on a en tête, à le confronter au monde avec une vraie démarche, quoi. Je Est-ce qu'une pensais tout à personne... l'heure dans la voiture en Oui. venant à l'image de la rivière en Corse avec des jolis spots où vous pouvez sauter d'un rocher à 6-7 mètres dans l'eau. Bon, bah, quand on est en haut et qu'il y a l'eau en bas, bah, il y a deux démarches. Il y a soit vous avez vu une vidéo la veille où il y avait un mec qui plongeait la tête en avant et ça s'est bien passé pour lui, il vous dit bah, impeccable, moi j'y vais. Soit vous dites bon, je vais peut-être descendre, voir un peu ce qu'il y a comme fond, ou prendre un fil et puis sonder le fond avant de vous jeter. Bah, c'est un petit peu ça la, je dirais La démarche, l'image oui. de l'approche scientifique du monde que moi que je conseille aux gens, quoi. Voilà. Quand on commence à se poser des questions, il ne s'agit pas de douter de tout, mais de commencer à douter, ça permet d'entamer un début de réflexion euh, pour pouvoir se forger une opinion après avec un peu de méthode, quoi. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas du monde scientifique et qui ont un esprit plus scientifique que certains scientifiques eux-mêmes. Est-ce que cette démarche scientifique, bon, d'après ce qu'a dit Thibaut, je pense avoir compris, est-ce que cette démarche scientifique, elle n'est pas réservée qu'à un scientifique? On est d'accord? Ou pas? Non. Ce qui est important, c'est d'avoir une pensée critique, de manière générale, de pouvoir pas critiquer les choses négativement, de pouvoir remettre en question et puis voilà, enfin, ouais, je sais pas comment définir pensée critique, mais pour moi, ça veut tout dire. C'est ne pas gober ce qu'on voit à la télé sans réfléchir. On Et entend ça, souvent c'est que... pas réservé aux... Pardon, excuse-moi. Il y a un petit décalage, alors parfois je vous coupe, mais c'est vraiment pas fait exprès, je suis désolé, hein. Euh, excuse-moi, je t'ai coupé, Tatiana. Tu Non, voulais... je Non, dis c'était juste bon? que ça, Ouais. c'est pas réservé qu'aux scientifiques, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir et que malheureusement certains ont oublié d'avoir. Michel, je sais qu'il faut pas que tu tardes, toi, parce que à 19h30, tu devais t'en aller. Euh, Ouais. Est-ce que la science est dogmatique? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, pour vous. Moi, je crains que bien malgré elle, elle le soit, oui. Enfin, notamment pour ce qui nous concerne depuis 2 ans dans le domaine médical, oui. Elle ne devrait pas l'être, mais elle l'est. On parle de guerre d'église, de guerre de chapelle, voilà, d'écoles différentes, alors que il y a une démarche scientifique fondamentale, et puis après, il y a des discussions autour des résultats et des méthodes, mais effectivement, je pense que la compétition fait que rapidement, on s'érige en dogme, hein. Et la meilleure façon pour lutter contre ça, ça serait quoi selon vous? Michel, t'aurais une solution? Injonction de la solution. Est-ce que t'aurais... si tu devais... qu'est-ce que tu mettrais en œuvre si tu pouvais, hein? Qu'est-ce que selon toi, tu devrais mettre en œuvre pour que toutes les choses qu'ont dit Tatiana, Thibaut et toi sur... Il y a Vanguard 2B qui nous dit que la science est touchée par la corruption, etc. Toutes ces choses-là qui font que c'est un peu compliqué. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place assez rapidement pour pas sombrer dans quelque chose Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a depuis là, quelques mois, voire quelques jours, là, depuis quelques temps, là, parce qu'il s'est passé des choses en France, il y a quand même le doute, il s'est mis sur la science. C'est-à-dire qu'on doute de la science et du doute de la science, si vous voulez. C'est un peu compliqué. On doute du doute de la science. Comment
Si vous deviez dire à quelqu'un, écoute, je sais pas comment t'expliquer, mais pourquoi vous y faites confiance, à peu près, qu'est-ce que vous pourrez lui dire pour améliorer les choses, pour lui faire comprendre comment ça se goupille, comment ça se passe, que parfois, je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer les choses? C'est des questions dures, hein, je sais, mais, mais, mais bon, tu t'en vas alors, tant qu'à faire. Attends, je revois. Ouais. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui est compliqué parce que, comme on l'a dit, hein, il y a parfois des publications qui sont moyennes et sur lesquelles on va s'appuyer aussi. Donc, quoi qu'il arrive, on va avoir un doute à chaque fois qu'on sort quelque chose. Donc, comment expliquer à des gens qui sont pas dans la science de dire ayez raison là-dedans, je suis sûre à 100% que c'est bon. C'est très compliqué. Après, il faut avoir cet esprit ouvert justement et cet esprit d'aller chercher la vérité, même si il n'y a pas vraiment de vérité. Mais toute personne, en fait, doit aller chercher elle-même ses informations aussi, quoi. Et pas forcément Ah, enfin, avoir toute confiance en nous aussi. Enfin, c'est voilà, s'intéresser, mais après, en termes de support, je dirais, c'est pas forcément Internet non plus le meilleur support, parce que sur Internet, on peut avoir tout et son contraire. Les médias, ben, c'est orienté aussi. Donc, en fait, c'est parmi tout ça, ouais, c'est nous voilà compliqué bien de avancés, Michel. chercher nous-mêmes l'information, quoi. Et ouais, il n'y a Et pas est-ce de que, vraie solution en fait, hein. mais est-ce C'est que vous l'important, faites, c'est d'avoir ouais, cet esprit déjà, cette démarche critique quoi, déjà. mais vous faites confiance à la démarche? Pourquoi? Pourquoi vous la trouvez fiable et pas autre chose? Pourquoi pas, je sais pas moi, les boules de cristal, les cartes ou les choses comme ça? Je sais pas. Pourquoi cette méthode vous paraît plus efficace, si j'ai bien compris, qu'une autre? Moi, je reprends l'analogie que j'ai prise tout à l'heure avec le saut dans une rivière. Après, effectivement, il y a des gens qui ont besoin de croire et qui peuvent se lancer dans n'importe quoi parce qu'ils ont une croyance profonde, euh, peu importe si elle est vraie ou pas. On appelle ça la vérité révélée, de toute façon. Euh, et puis si on commence à douter, effectivement, bah, on n'a pas le choix. Quand on commence à douter, il faut prendre une méthode et puis y aller. Et la méthode scientifique, quel que soit le domaine, elle a quand même des grandes similitudes. Encore une fois, que ce soit en sciences humaines, en sciences, en sciences médicales, en sciences biologiques, c'est toujours la même méthode qui est plus ou moins bien appliquée par les scientifiques. Donc, il faut critiquer la méthode avec des résultats qui sont plus ou moins fiables. Il faut critiquer ces résultats. Mais c'est pauvre, mais c'est la seule méthode qu'on a. Et c'est une critique, ça serait plutôt une critique de la méthode ou des Homo sapiens qui l'utilisent? Les Homo sapiens. Parce que déjà, c'est eux qui l'ont inventé à la base. Donc s'ils ont inventé quelque chose de faux, c'est sûr qu'on va pas trouver quelque chose de correct à la fin. Le Qu'est-ce problème vient de l'homme, en fait. Oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. Euh, La solution aussi hein, vient de là. ah, et ouais. Qu'est-ce que vous appelez, vous, une fake news? C'est quelque chose qui a pas été basé sur des faits, en fait. C'est tout. Enfin, voilà, pour toute démarche scientifique, il faut se reposer sur des faits, sur des données, sur des statistiques qui sont correctes. Malheureusement, il y en a, ils vont juste balancer comme ça des infos qui sont pas correctes et sans avoir réfléchi avant et sans avoir utilisé une bonne démarche. Et quand vous avez... Elles sont Pardon, souvent là excuse-moi. pour faire le buzz aussi. Mmh. Elles sont souvent là pour faire le buzz aussi. Généralement, quand il y a une fake news, c'est gros quoi et faut se méfier, quoi. Est-ce que vous comprenez que quand un scientifique
ou n'importe qui commence à parler de la méthode scientifique, de la démarche scientifique, qui me paraît assez fiable, puisque c'est grâce à ça qu'on peut se parler aujourd'hui. Euh, Quand quelqu'un vous dit, ben moi, on est plutôt dans la croyance, pour certains, je sais pas, moi je lis les cartes ou je sais pas quoi, hein, ça peut marcher, enfin je sais pas. Est-ce que vous pouvez comprendre que le discours scientifique, il peut avoir une certaine forme d'arrogance quand on parle à quelqu'un qui est pas de votre bord, entre guillemets? J'aurais pas dit d'arrogance, mais oui, on n'est pas c'est clair qu'on peut pas être d'accord en ce cas-là. Oui, vous comprenez qu'on peut dire, oui, bah toi, ouais, t'es gentil, mais moi, j'ai vu mes informations sur Internet, et pour moi, ça marche. Alors, je vois pas pourquoi je devrais te croire à toi. Comment on fait là? Par exemple, je sais pas moi. Donc on repart. Hein? Tu pars? Ouais. Quand, quand vous avez des domaines de scientifiques que vous maîtrisez, hein, je sais pas, alors moi je veux pas trop qu'on rentre dans la vaccination parce que c'est très très clivant en ce moment, mais euh, quand il y a des choses qui, bon, je veux pas aller trop loin, mais je suis assez convaincu que dans les vaccins il n'y a pas de puce 5G. Je suis assez convaincu par ça. Euh, quand vous entendez ce genre de choses en tant que scientifique, qu'est-ce que ça fait? C'est le désespoir, c'est oh là là, il me fatigue, c'est de la rage, c'est de la tristesse, c'est quoi? Je pense qu'il faut demander au médecin là. Ouais. Ça, Je crois que c'est justement ce qui est le plus dur à vivre en ce moment, c'est cette impression d'avoir une société psychotique en fait, hein. C'est-à-dire que là, on est tellement éloigné de la réalité qu'en fait, quelqu'un de psychotique qui est persuadé que 2 et 2 font 4, oui, 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 vous pouvez lui prouver que 2 et 2 font 3 par tous les moyens, de toute manière. ouais, C'était le sketch de Pierre Desproges, si vous ouais, voulez. ouais, Quand, quand on passe dans la psychose, on n'est plus on n'est plus sur le même, on n'est plus sur la raison en fait. C'est-à-dire qu'on peut sortir tout ce qu'on veut, effectivement, on peut essayer de convaincre le vieil oncle qu'il n'a pas une puce 5G dans le cou parce qu'il a fait un vaccin. On peut lui dire qu'effectivement, à 10 balles le vaccin, ça ferait pas cher la puce 5G, même fabriquée en Chine. Euh, mais ouais. tout ce qu'on pourra dire, si lui, il est vraiment dans une psychose, et la psychose aujourd'hui, elle est vraiment collective. Et voilà. Et j'avoue que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de croire non pas en la science, mais de continuer à croire en l'humain, parce Ah oui, que oula, oui, d'accord. Ouais, ouais, ah bah oui, ça va loin. ouais, Oui, oui, ça va loin. Ouais, ça va oui, loin, mais le désespoir, il est un petit peu là parce que, si vous voulez, euh, bon, sans déborder en débordant un tout petit peu, disons, sur les vaccins, on a l'impression quand même que si on dit aux gens qui n'ont pas le droit au vaccin parce que c'est pas le moment, on va vacciner d'autres, ils vont se révolter parce qu'ils le veulent. Et puis quand on dit aux gens c'est à vous, bah là, on ne le veut plus. Donc il y a un moment donné où effectivement, euh, on est tellement plus dans je dirais même pas dans le débat ou dans la contradiction ou dans des arguments. On est vraiment dans une réalité qui, effectivement, avec le complotisme, devient une réalité parallèle. Et tout à l'heure, on parlait des fake news. Une fake news, pour moi, c'est quand même une fausse information qui est diffusée dans le but, donc avec un dessin derrière, parfois avec juste une maladresse, mais souvent avec un dessin, de créer une réalité parallèle, de proposer une réalité parallèle à la population, quoi. Et donc, effectivement, après, ça devient réalité contre réalité. Et là, c'est là où c'est très clivant, oui, et désespérant, j'avoue. et vous avez vu vraiment, comment dirais-je, un gap qui a été franchi pendant cette période du Covid ou ça a toujours été comme ça finalement? Ou là vous avez vu, ouf, oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Ça a Est-ce été que un vous, cap quantitatif, même. est-ce que vous avez plus de débats aujourd'hui sur votre métier, sur votre démarche, sur ce que vous êtes, que vous l'aviez il y a quelques années? Est-ce qu'on vous remet plus en question? Est-ce qu'on vous prend plus à partie?
Alors c'est peut-être le médecin là. Est-ce qu'on a autant confiance en toi Eh aujourd'hui qu'on bien, l'avait il y a 5 ans? eh ben, c'est là où c'est, mais l'humain est paradoxal, hein. C'est là où c'est complètement paradoxal parce qu'au contraire, en fait, euh, je disais, c'est quantitatif parce que ça a toujours été, voilà, des fois, on a des discussions surréalistes où par exemple, un patient arrive en disant, le magnétiseur m'a dit que j'avais le foie à l'envers, etc. Donc, on est sur des choses où on est mis sur le même plan, je dirais, de compétences scientifiques qu'un magnétiseur. Et là, donc, il y a toute une démarche. Et c'est compliqué. Des fois, c'est dévalorisant un petit peu d'être mis en doute sur ces compétences scientifiques. Et paradoxalement, depuis 2 ans, en fait, les gens sont tellement perdus pour la plupart que bah, ils s'en remettent à la seule personne en qui ils ont confiance, c'est-à-dire leur médecin de famille. Et du coup, là, pour le coup, ils seraient prêts à croire, mais n'importe quoi. C'est les docteurs, dites-moi, le vaccin, je m'en fous, dites-moi si je dois le faire, oui ou non. Si vous me dites oui, je le fais. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus forcément une demande des gens de comprendre les choses, qui peut s'entendre, mais il y a besoin d'avoir un sein auquel se vouer, quoi. Et ça, c'est paradoxal. C'est vrai que je dirais que probablement la cote de confiance des médecins de proximité a- a augmenté parallèlement à tout ce déferlement d'informations, de contre-informations et de gestion médiatique et finalement de gestion politique de la crise sanitaire, quoi. Ok. Je pense que après, si vous voulez rajouter quelque chose, mais je veux pas que ça soit trop long, hein. Enfin, c'est comme vous voulez. Si j'aurais enfin, une dernière question, si vous deviez donner voilà, une personne voit l'émission, si à partir de maintenant elle commence à faire des recherches sur Internet ou quoi, pour essayer de trouver quelque chose qui est le moins faux possible, vous lui conseillerez d'utiliser quelle méthode, qu'est-ce qu'il faut surtout pas qu'elle fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse absolument, est-ce qu'il faut qu'elle lâche justement l'affaire, éteindre l'internet, etc. Un chien qui savait, Oui, ça elle serait. veut participer au débat Mais aussi. elle peut. C'est comprendre Sapiens, hein. J'ai pas encore fait sur les, sur les chiens, mais pourquoi pas. Euh, Là, les réseaux sociaux, bonne source d'information. Euh, Oui, non, de manière générale, les réseaux sociaux, c'est plutôt évité, hein. Comment vous faites vous? Twitter, Alors Facebook. qu'est-ce que vous me conseilleriez moi à partir de maintenant pour essayer de trouver une information le moins faux possible? Parce que c'est ça finalement, quelque chose de moins faux possible. Vous faites comment vous? Vous, ouais, ok, c'est facile, hein, vous êtes rigolo, vous lisez les études, vous les comprenez, vous parlez peut-être super bien anglais, ce qui n'est pas le cas de la plupart des francophones. Euh, euh, et Il y a des journaux, en fait, qui font de la vulgarisation scientifique, ils le font très correctement. En fait, il faut faire attention et pas lire n'importe quel journal. Faut pas lire n'importe quel journal. Faut se référer à certains journaux de bonne référence. Ah. si t'en aurais un à nous citer ou deux, ça serait quoi? Pour la médecine, moi, je suis pas la plus calée, donc pour tout ce qui est écologie, oui, mais pour la médecine, non, je pense qu'il faut Bah, demander à par Thibaut. exemple, toi, l'écologie, c'est quand même assez important, le réchauffement climatique. Il y a encore certaines personnes qui n'y croient pas. Il Et en oui. existe encore. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce en voie de disparition, mais il existe encore des choses comme ça. Euh, Comment tu fais que voilà, si je devais me renseigner sur l'écologie, par exemple, tu irais voir quelle source? Tu sais Alors pas? moi, faudrait que je regarde en même temps, tu vois. Mais j'ai même plus Alors de pendant que tu référence. cherches, peut-être que Thibaut il a des tuyaux à nous fournir et Michel aussi sur autre chose. Euh, Bah, par exemple, Thibaut, tes patients, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour éviter de tomber dans la psychose, justement? Effectivement, d'éteindre la télé déjà. Déjà, au bout d'une semaine, ça va beaucoup mieux. Ouais. On observe déjà une diminution de l'anxiété générale. Après, c'est vrai qu'il y a ce système bien connu des vidéos, par exemple sur YouTube, qu'on regarde avec une intelligence artificielle qui va vous proposer toujours un contenu qui va dans le même sens. Donc ça, il faut absolument éviter de passer des heures à enchaîner les vidéos sur YouTube sur un sujet parce que vous allez invariablement finir par tomber sur du complotisme. Voilà. Après, au niveau médical, moi, ce que je fais avec les gens,
quand ils me disent, voilà, j'ai lu ça sur Internet, bah, j'ouvre une page Internet et je dis, bah, regardons ensemble ce que vous avez vu. Et c'est Ça vrai te que fait des les consultations premiers, de 5 heures à la fin. ça peut être assez long, ouais, parfois. Ça peut être assez long, mais non, ça peut prendre 2 minutes aussi, hein, en disant, voilà, on regarde les sources. Bon, bah voilà, c'est vrai que quand vous tapez une pathologie sur le moteur de recherche Google, vous tombez sur des trucs de Santé Magazine, Top Santé, des choses qui sont, je dirais, voilà, dans ce domaine-là, il faut s'orienter, même si c'est difficile des fois à déchiffrer, plutôt sur des cours de médecine, parce que c'est un étudiant en médecine qui apprend un cours de médecine, il n'a pas forcément de prérequis, donc c'est quasiment lisible par tout le monde, puis Mais après, où c'est on qu'on chope apprend. ça? Où c'est Et qu'on peut trouver ça? vous voyez, quand on tape, par exemple, je ne sais pas moi, insuffisance rénale sur Google, vous avez forcément le site d'une faculté de médecine qui a fait Ah, un d'accord. cours dessus. Alors, vous n'allez pas tout savoir sur l'insuffisance rénale, mais ça va permettre de donner certaines informations. Ce qu'il faut surtout éviter, et ce qui est à la fois en même temps tentant, c'est tous les partages, les retours d'expérience, ce qu'on a dans les blogs et Ah comment oui, dirais-je. mon oncle a eu ça alors qu'il a fait ça, etc. C'est ça? Voilà, voilà. Ouais. Ah, c'est Mhm. vrai que c'est un petit peu comme les avis sur les, sur les ventes en ligne. C'est les gens pas contents qui donnent leur avis en général. Et Oui. puis, l'avis de quelqu'un, ça n'a jamais été une donnée scientifique, quoi. Puis après, le tout, c'est voilà, de regarder les sources et puis de les croiser et puis éventuellement de montrer ces sources à un professionnel un peu concerné si on en a l'occasion, voilà, dans la famille, dans le réseau professionnel, et puis d'en discuter. Et faut toujours se rappeler qu'il faut un peu de temps pour se forger une opinion quand même, je pense. Michel? Après, on va sur Tatiana, je t'ai pas oublié, hein, attention. Je vais voir des magazines. Ah, Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Michel, alors? Une bonne méthode pour pas trop se faire empapaouter, on va dire. Non, mais c'est comme disait Thibaut, hein, c'est vraiment d'aller chercher les sources et d'essayer de les croiser, ces sources. Parce que c'est Mais vrai est-ce que qu'on a le temps? quelqu'un qui... Vous êtes gentil, hein, quand même, mais est-ce qu'on a le temps de faire ça? Parce que vous, c'est votre métier, si vous voulez. Mais je veux dire, entre un plat de ravioli, le métro, je sais pas quoi, est-ce qu'on a le temps de croiser les sources? Bah après, je dirais, pour ceux qui ont le temps de regarder des vidéos et des fake news, à ce moment-là, ils prennent le temps de chercher les bonnes informations et les bonnes sources, quoi. Et donc, comment on fait ça, Après, Michel? c'est C'est où? C'est où? On veut des liens. On veut savoir où c'est qu'il faut qu'on aille pour pas trop se faire avoir. bah, des liens directs, enfin, il y en a plein. Après, ça dépend de quel sujet on parle, hein, parce que nous, en écolo, enfin, Tatiana, là, elle en a peut-être trouvé des publications ou quoi, en écologie. Il y a le sujet d'écologie, il y a la médecine, il y a tout ça. Donc après, c'est compliqué de... Enfin, voilà, chaque sujet va avoir son lien finalement. Après, même si on a parlé un peu de sorte de corruption dans les publications, C'est pas moi, l'impact c'est factor, Vanguard 2B. Hein. Attention, hein, c'est quelqu'un sur le chat. Hein. C'est pas moi. Moi, j'ai rien dit. Je ne fais que vous écouter. Mais oui, donc tu disais la corruption. Oui. même si il y a enfin, il y a quand même des comités qui permettre de soumettre tel ou tel article. Il y a aussi des révisions des articles. Donc, je veux dire, le processus est quand même relativement valable. Donc, les gens peuvent se fier aussi à cet impact factor, quoi, pour aller chercher les meilleures sources. Et ce qu'il ne faut pas faire, Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire pour trouver une source fiable, ce que tu ne ferais sûrement pas, connaissant un peu le sur truc, Twitter. sur Twitter. Oui, c'est Non, vrai ne que. va pas sur Twitter, Ah, justement, n'y va non, pas. non, mais oui. Non. Alors, aucun réseau social. Non, vaut mieux éviter. Enfin, des fois, si, il y en a qui partagent des trucs qui sont corrects, mais après, voilà, faut voir qui partage et ce qui partage aussi. Et ça, c'est. Le Du coup, nombre de c'est ça le partages problème. ou Non, pas? non, en fait, c'est ça le problème. Justement, non. Parce C'est que une des fois, question que je te on a. pose, t'énerve pas. Alors, donc, non, c'est Non, pour. en fait, c'est ça. Voilà, si vous avez des doutes, n'allez pas chercher vos informations là-dessus, parce que c'est sûr que là, on trouve de tout et de n'importe quoi. Enfin, là, c'est.
Et puis ceux qui font le buzz, c'est pas forcément ceux qui sont les meilleurs, quoi. C'est pas, Mais c'est est-ce que pas le contraire est évident. vrai? Est-ce que parce que ça fait le buzz, il faut avoir tendance à ne pas y faire confiance? Là, il faut faire appel à votre pensée critique. Et comment tu fais, toi? Quand tu vois quelque chose qui est beaucoup partagé, tu as tendance à lui faire confiance a priori ou tu te dis non, 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 attends, je attends, vais aller qu'est-ce que c'est? chercher les références, encore une fois. Toi, S'ils direct. citent des Ouais. études, si, ouais, enfin, moi, je vais aller Ouais. creuser. La base de la démarche scientifique, c'est la curiosité quand même, ouais. Donc c'est vrai que avoir la curiosité d'approfondir, ça prend pas forcément, ça prend pas forcément des heures, quoi, hein. Après, quand on tombe sur un truc pas sexy, bien chiant, on se dit tiens, ça c'est scientifiquement, ça a l'air solide. Plus, D'accord. plus c'est bien expliqué, tranché en 2 minutes, et on se dit tiens, là, Ah, moins on comprend, soit plus c'est c'est un très fiable. bon vulgarisateur scientifique, soit il y a anguille sous roche. Et des Et la bons vulgarisation vulgarisateurs scientifiques, il n'y en scientifique, a pas beaucoup. justement, il y a Vanguard qui en parlait. La vulgarisation scientifique, c'est quelque chose de super important. Est-ce qu'un scientifique peut être un bon vulgarisateur scientifique? Ou il faut surtout pas qu'il soit scientifique au départ? Parce que j'entends parfois dire des gens dire non, non, faut pas être scientifique. Il faut que si toi t'as compris, alors c'est que tu peux le partager. C'est important pour vous la vulgarisation scientifique ou pas? Je pense qu'on devrait tous le faire, mais c'est vraiment pas évident, en fait. Mm. C'est un métier? On devrait pouvoir expliquer simplement ce qu'on fait, mais c'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment difficile. Donc ceux qui y arrivent, moi je dis chapeau, parce que moi, ma mère, elle comprend toujours pas ce que je fais. Donc pour eux, je suis docteur de la mer. Et non, enfin non, voilà, il faudrait, mais on n'est pas bon. C'est tout. Pour avoir fait un peu Ça a coupé, Michel, je suis désolé, on t'a pas entendu. pour avoir fait un peu de vulgarisation, pour avoir fait un petit peu de vulgarisation, c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même compliqué parce que, bah, surtout pour un scientifique, parce que nous, Ah, je suis désolé, Michel, mais ça coupe. Je t'entends, on t'entend un peu, ça coupe un peu. Ça y est, elle est sous l'eau. avec notre démarche, ça y est, je suis partie. C'est bon. Avec notre démarche scientifique, on a tendance à aller au fond des choses et décortiquer les choses. Et en fait, quand on vulgarise, eh ben, il faut arriver à prendre du recul sur son sujet et justement se dire, voilà, avoir une vue d'ensemble et pas non plus aller expliquer une toute petite protéine qu'on a là, mais essayer d'expliquer de façon générale les choses. Et sinon les gens, on va les perdre complètement si on parle d'une seule molécule, quoi. Et c'est ça qui est souvent dur à faire parce que bah, nous, au quotidien, on est dans le flux de notre travail et à aller chercher au fond, au fond, au fond. Et en fait, mais après, c'est un exercice qui est très intéressant aussi parce que bah, d'une part, ça nous permet de prendre du recul sur notre travail, mais en plus, pour moi, c'est important d'arriver à le faire parce que ben, la science, on la fait pas pour nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bah, la science, on la fait pour les autres aussi, quoi. Le but, c'est ça à la base. Enfin, ça devrait être ça. Ça l'est pas pour tous, mais ça devrait être ça. Et donc, si on n'arrive pas à expliquer nos recherches à quelqu'un lambda, bah en fait, le travail, il est pas complet, quoi. Est-ce que l'école française joue son rôle là, ou c'est un peu la cata? Tout à l'heure, Thibaut, tout au début, tu disais ouais, il faudrait qu'on l'apprenne à l'école, etc. Alors, je suis pas sûr qu'on l'apprenne, moi, ça à l'école. Est-ce que vous comprenez que la science, par exemple, on dit, bah, si tu fais S, c'est une espèce de truc d'élite. Alors, c'est plus trop comme ça aujourd'hui parce qu'ils ont changé, ils ont fait des options, tout ça, mais vous comprenez qu'on puisse en avoir peur des maths, de la science, etc. Est-ce que c'est la science qui fait peur ou c'est la manière dont on en a inculqué quand on était au primaire, au collège, au lycée? Est-ce que vous avez voulu faire scientifique avant vos grandes études? Parce que vous en avez fait des grandes, vous, hein. Là, ça rigole plus. Là, mais ça vous a, c'est l'école avant le bac qui vous a donné cette passion ou c'est après que c'est arrivé? Moi, je pense que c'est aussi enfin, c'est selon le caractère des gens, hein, c'est selon la personnalité des gens. Moi, j'étais attirée par les sciences, je voulais toujours savoir comment ça fonctionne, donc ouais, je me suis naturellement dirigée vers ce domaine. Heu, après, Mais l'école, elle sert. est-ce que tout le monde peut faire scientifique?
Ou il faut un truc dès le départ, quelque chose d'inné, d'après vous? Après, je sais Est-ce qu'on pas. peut être scientifique et être nul en maths? C'est possible? Oui, Ouais, mais c'est vrai. pas dans les maths, du coup. Faut éviter. Ouais. Ouais, non, mais je vous le dis parce que parfois on entend parler. Oh, moi, j'aimerais faire ça, mais je peux pas parce que je suis nul en maths. Ou j'aimerais faire des maths, mais je suis nul en physique, etc., etc. Quel est le rôle de l'école? Euh, Quel est selon vous quelque chose que pourrait jouer l'école pour transformer un petit peu cet esprit de compétitivité? Est-ce que vous croyez que l'école joue son rôle aujourd'hui? Puisque vous avez fait de la recherche, donc vous êtes euh, euh, toutes ces études universitaires, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui est très, comment dirais-je, très scolaire, très de l'éducation. Est-ce qu'elle joue son rôle ou pas? Ou il y aurait des choses à améliorer? Et après, je vous laisse parce que vous êtes en train de vous liquéfier, je le vois bien. Mais après, je vous laisse, Il promis, y a promis, toujours des promis, choses juré. à, il y a toujours des choses à améliorer. Ouais, je pense que déjà, d'une, si on inculquait un peu plus la pensée critique, mais très tôt, hein, dès le collège, même avant, hein, le collège, c'est limite un peu trop tard, ça aiderait Tu déjà penses pas qu'on peut le mal. faire au primaire, toi? C'est quelque chose qu'on pourrait inculquer à des enfants du primaire, la pensée critique, la démarche? Enfin, je parle pas de démarche scientifique, là, je parle vraiment de pensée critique. C'est-à-dire que quand on voit Ouais. quelque chose à la télé, bah, c'est pas forcément la réalité. Il faut apprendre à remettre en question ce qu'on voit. Voilà, si, est-ce que, voilà, c'est plus ce genre de choses. Mhm. Euh, Et un enfant Après, serait peut-être capable qu'il de y a des... l'apprendre, selon toi? D'après toi? Oui, les enfants, oui, Ouais, peuvent, ouais. en fait. Le problème, c'est les parents. C'est bien dit, c'est assez bien dit. Thibaut, toi, Oui, je t'as crois des enfants, que, toi. Donc, tu as oui, un peu le je recul crois du parent qu'au-delà de, scientifique. Ouais. il y a, moi, il y a deux choses que j'essaye parfois en vain d'éveiller chez mes enfants et chez mes ados là. C'est un, la curiosité, et deux, effectivement, la pensée critique. Alors, ça fait pas, ça fait pas deux, ça leur donne pas une démarche scientifique, hein, à proprement parler, mais c'est déjà deux outils qui permettent de commencer à s'intéresser aux choses euh, et avoir un regard, je dirais, d'emblée neutre avec une recherche, déjà un début de recherche d'information sur un élément donné de la nature ou, voilà, ou de la vie, que ce soit le fonctionnement de notre société, dans la nature, un truc mécanique, peu importe, quoi. Et ça, Et je l'école ne pense le que fait pas. ça c'est le rôle de Ouais, l'école, et d'accord. ça, c'est le rôle de l'école, et quand on voit des enfants, ça intervient très tôt. Je ne sais même pas si on ne pourrait pas déjà euh, éveiller plus de choses dès la maternelle, en fait, hein. Donc ça se fait pas, selon toi. On pourrait pousser un peu plus loin là-dedans. Disons qu'il y a probablement, à titre individuel des centaines, voire des milliers d'instituts qui sont sensibilisés Mais voilà, ça devrait l'esprit être critique. généralisé dans les programmes, les trucs comme ça, c'est ça que tu sous-entends? Ouais, ouais, Peut-être effectivement d'accord. institutionnalisé comme voilà. Après, tout dépend ce qu'on attend de notre jeunesse. C'est vrai que Mais est-ce sans qu'on ferait pas des pour électeurs un être un peu peu trop brillants polémique, c'est après? vrai que toute une jeunesse éclairée avec une pensée critique, ça C'est devient ce que, compliqué à gouverner, hein, j'imagine, c'est ce hein. que j'allais dire, vous me faites peur avec tout ça. Michel, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose dessus. Non? Si tu aurais quelque chose à rajouter ou pas? T'es pas obligé, hein? Attention, si je te force pas. Mais Ouais, non, c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est toujours au niveau de l'école c'est par là qu'il faut commencer aussi à apprendre l'éducation sur l'environnement et tout ça. Et, mais comment le faire et qu'est-ce qui pêche, enfin, ça peut être compliqué aussi. Moi, par exemple, mon expérience de l'université, c'est que les 5 années de fac, en fait, j'ai l'impression que chaque année, j'ai rabâché la même chose. Mais ça a fini par rentrer, quoi. Peut-être qu'il faut quand même ces années-là, j'en sais rien. Enfin, c'est pas simple. Mais en tout cas, effectivement, l'éducation et la curiosité, c'est la base de la science. Et la curiosité, c'est ce qui est à la base de tout pour ne pas gober tout ce qu'on voit. Donc ça, et c'est ce qu'il faut stimuler dès le début, quoi. Et un enfant, généralement, dès tout petit, il est déjà curieux. Donc il faut essayer de le stimuler encore plus pour essayer de continuer
voilà, qu'ils soient curieux toujours, quoi. Mais après, les méthodes d'éducation, ça, c'est Ouais, non. Euh, voilà. Alors, on aurait pu parler de Big Pharma, de comment est financé les études, mais bon, là, c'est bon, on a jusqu'à 4 heures du matin. Il y a Vanguard qui a dit qu'il a entendu des discours à la fois misanthropes et philanthropes en même temps. Ce qui est un peu à l'image des Homo sapiens, finalement. Tu as dit tout à l'heure, Thibaut, que c'était assez paradoxal. En tout cas, pour ma part, je vais passer un bon moment avec vous. J'espère qu'on aura appris 2-3 bricoles. Qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes de débit, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, la technique étant ce qu'elle est, nous ne sommes pas dans une région avec pourvu d'un débit internet absolument incroyable. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous dis au revoir si vous pouvez. Alors peut-être pas toi Michel, mais juste rester quelques secondes après, chers intervenants, pour qu'on puisse que je puisse vous dire au revoir un peu normalement et débriefer sur 2-3 trucs. Et voilà, merci beaucoup. Et peut-être à une prochaine fois, si voilà, s'il y a un autre virus, plus, je sais pas, un autre truc. Hein, alors pour 2042, quand ça sera la fin du virus du Covid, on discutera, on débriefera sur tout ce qui s'est passé et on verra le temps perdu. Merci beaucoup, c'était vraiment très gentil d'être venu répondre à mes questions, parfois alambiquées, parfois un peu trop compliquées, mais bon. J'espère que ça vous a plu à votre tour. À la prochaine, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.